Le dernier film du cinéaste Martin Scorsese vient de sortir au cinéma et se fait acclamer autant par la presse que par le public. Il faut dire que depuis plusieurs années, le réalisateur fait partie de ces artistes qui arrivent miraculeusement à mettre la majorité d'accord et à avoir en général du succès en salle en tant que cinéma d'auteur. Mais bref, revenons un peu rapidement sur sa carrière à ce mec, car cela va permettre aussi de mieux comprendre son dernier film, et s'il est vrai qu'il n'est plus à présenter, creusons un peu quand même. Martin Scorsese démarre sa carrière à la fin des années 60 et fait partie intégrante d'un mouvement cinématographique aux États-Unis qui se fait appeler le Nouvel Hollywood, qui durera jusqu'au début des années 80. Son aspect politique est assez similaire à celui de la nouvelle vague française. Une volonté de donner plus d'accessibilité à des films à petit budget, donner plus de chance à des cinéastes moins connus, et surtout plus de liberté dans la façon de réaliser ainsi que les sujets traités. Le pays est longtemps resté dans un puritanisme qui obligeait les cinéastes à se conformer à certaines doctrines pour éviter de se faire censurer ou pour éviter que leurs films ne soient des échecs commerciaux. Le Nouvel Hollywood est un mouvement qui vient rappeler qu'un film n'a pas à être rentable pour exister et doit avoir plus de liberté artistique et financière pour se faire produire. Mais au-delà de son aspect politique, c'est toute une mise en scène qui va prendre de nouvelles formes à cette époque. Baptiste Villeneuve, auteur de l'excellent Le Nouvel Hollywood, une réinvention du point de vue, dit notamment ceci dans son introduction. En matière de point de vue, l'un des deux grands gestes qui effectue le Nouvel Hollywood par rapport au cinéma hollywoodien antérieur est un geste de naturalisation. C'est la tendance diachronique qui entraîne le rapprochement de la représentation filmique de notre perception humaine naturelle, autrement dit renforce l'analogie qui existe entre elles. En gros, le cinéma de l'époque va transformer un classicisme qui était éloigné du corps pour s'attarder bien plus sur l'intériorité des personnages et multiplier les points de vue de différentes façons. Et cela passe par des procédés techniques très différents. Très peu de caméras fixes, beaucoup de caméras portées dans l'objectif de créer une vision déstabilisée, ancrage de la fiction dans un terreau documentaire, assumer de faire des séquences qui n'ont aucune utilité directe dans le scénario, mais racontent une histoire à travers les images, comme ça peut être le cas par exemple du film Une après-midi de chien de Sidney Lumet en 1976, qui consacre son introduction de 2 minutes à un quotidien new-yorkais qui paraît presque documentaire. Il y a aussi un développement d'une vision subjective gênante, troublante, avec un voyeurisme plus malsain, des voix intérieures qui guident les personnages, des zooms dans l'image improvisée qui peuvent paraître aussi un peu étranges. Enfin bref, j'espère vous en faire un jour une vidéo bien plus approfondie car il y a des tonnes de choses à raconter aussi sur son contexte historique et sur les cinéastes qui ont dominé le mouvement. Mais voilà, notre bon vieux Martin Scorsese faisait partie de cela. Mean Streets, qui sort en 1977, arborer ces codes de cinéma qui transgressent un peu la réalité et montrer un quotidien de gangsters par le biais d'un montage assez imprévisible pour l'époque, des moments de musique inattendus, des voix intérieures, comme ce sera le cas aussi dans son Taxi Driver, qui sera son tout premier très gros succès en salle, ou encore Les Affranchis en 1990. Alors ce que je vais expliquer quand je parle un peu de son passé de cinéaste, c'est que Martin Scorsese, en fait, c'est un réalisateur qui est assez clivant et qui ne s'est jamais ancré dans la standardisation cinématographique qui est apparue à la fin des années 70 avec l'arrivée de George Lucas et Steven Spielberg aux commandes des grosses productions. Même quand il s'agissait de films un peu plus de commande, Scorsese arrivait à transgresser les lois, comme ce fut le cas pour Les Nerfs à vif qu'il a sorti en 1991, qui était un remake produit par Spielberg et que Scorsese n'appréciait pas trop au niveau du manichéisme de ses personnages. Et c'est un film de vengeance classique, mais dans ces moments un peu préfabriqués et obligatoires pour un film de commande, va y avoir des fulgurances de mise en scène qui sont propres à Scorsese avec des zooms subjectifs, une caméra portée, des personnages pas si manichéens que ça et même finalement assez cyniques. Et c'est d'ailleurs le propre de son cinéma car Scorsese n'a de cesse de s'intéresser à des personnages moralement très discutables. Et c'est le cas de son dernier film, Killers of the Flower Moon, qui est une adaptation du roman de David Grann. Le film se déroule au début du XXe siècle. Les Osage, communauté amérindienne, possèdent des terres remplies de pétrole, ce qui en fait d'eux l'un des peuples les plus riches du monde. Cette ressource de richesse amène forcément la convoitise d'Américains blancs intrigués par ces terrains. C'est le cas de William Hale, interprété par Robert De Niro dans le film, qui gère à la base de l'élevage de bétail. Il est l'oncle d'Ernest, joué par DiCaprio, ancien soldat revenu de la Première Guerre pour venir aider son oncle dans ses affaires. Affaire qui consiste à se lier d'amitié avec le peuple Osage, dans l'objectif d'essayer de leur voler leurs ressources. Et vous verrez qu'en fait ça empire. Mais c'est au même moment que Ernest rencontre l'une des filles d'une grande famille Osage, Molly, jouée par Lily Gladstone, va tomber amoureux et se marier avec elle. Alors comme je le disais, le film a des critiques dithyrambiques de tous les côtés, y compris de celui du public. Alors même si je trouve ça juste, car je pense aussi que c'est un très bon film, je pense que ça mérite plus ample réflexion que de simplement dire que c'est bien parce que c'est Scorsese. Et que je trouve ça un petit peu fatigant cet argument du trop long et prévisible comme dans la vidéo de Clapman, qui résulte aussi d'un état du cinéma et de la façon dont on le perçoit, et que Scorsese lui-même déplore.
mais ça reviendra un petit peu en fin de vidéo. Mais je sais que c'est souvent un exercice difficile d'essayer d'expliquer pourquoi on a aimé un film. Donc essayons un peu de décortiquer Killers of the Flower Moon et pourquoi je pense que c'est un très bon film. C'est l'occasion pour moi de vous parler un peu d'un artifice qui est très utilisé au cinéma pour filmer une conversation, le chant contre chant. Alors je vous en parle parce qu'il y a beaucoup de chant contre chant dans le dernier film de Martin Scorsese. Et il est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment une banalité dans la façon de filmer des discussions, que ce soit au cinéma, mais aussi à la télé, sur des séries, etc. C'est devenu banal, mais les grands cinéastes arrivent à trouver dans le chant contre chant son côté organique qui justifie cet emploi pour accentuer les regards et le rapport de force qu'il peut y avoir entre deux personnages. Et pas seulement pour une question technique de cohérence dans les échanges de regards. L'un des plus grands films cette année pour moi, c'est Fermer les yeux, et c'est un film qui passe presque 2h30 à uniquement filmer des séquences par chant contre chant, avec parfois des valeurs différentes. Mais le rythme que le film apporte aux échanges entre les personnages permet d'écrire tout un passif et tout un questionnement sur leurs relations. Les regards que peuvent s'échanger les protagonistes racontent beaucoup de choses, et certains chants contre chants lors de séquences musicales qui prennent le temps offrent aussi une authenticité folle et un discours sur le temps qui passe, et les moments gratuits que peuvent parfois nous offrir une discussion. Dans Killers of the Flower Moon, il y a aussi effectivement beaucoup de scènes de discussion et de chant contre chant. Et c'est pas si courant dans la façon de travailler de Scorsese, qui use souvent de procédés qui viennent perturber justement le spectateur. Ou alors par de grands mouvements de caméra, comme ça pouvait être le cas dans Le Loup de Wall Street, pour accentuer l'exagération et la mégalomanie du personnage principal. Ici, ces grands mouvements de caméra n'apparaissent qu'au début du film pour situer l'endroit et marquer la grandeur des terrains qui appartiennent aux Osages. Mais aussi à quel point c'est effrayant de voir de tels endroits envahis par les machines. Tout le reste du film va se faire à hauteur d'homme et se resserrer de plus en plus dans les décors, comme pour souligner une mâchoire invisible qui se referme. Parce que c'est tout le sujet du film. C'est un poison de 3h30 à ciel ouvert. La manière qu'a Scorsese de mettre en scène l'invasion du capitalisme blanc au sein de cette communauté est très illustrée comme une espèce de venin qui vient envahir tout un autre peuple. L'un des plus beaux plans du film est justement un chant contre chant, où lors de la cérémonie pour la naissance du troisième enfant d'Ernest et Molly, cette dernière observe le public autour d'elle et constate qu'il y a de moins en moins de personnes issues de son peuple ou de sa famille et de plus en plus de blancs. Avec une voix intérieure qui prend conscience que quelque chose se passe, face à ces regards tous plus opportunistes et hypocrites les uns que les autres. Mais les chants contre chants servent ici beaucoup à souligner le rapport de force. Ernest est un gars simplet et faussement naïf qui a une confiance aveugle envers son oncle diabolique tout en étant éperdument amoureux de Molly, alors qu'il participe indirectement au meurtre des membres de sa famille. Et ce rapport de force est souligné par ces chants contre chants qui se resserrent, ces regards, ces pauses dans les séquences et dans les dialogues, qui font qu'elles sont souvent imprévisibles. C'est une manière très habile de construire ça pendant 3h30 car on pourrait avoir cette sensation de répétitivité dans la mise en scène, mais le fait qu'on sente que l'étau se resserre fait qu'il y a comme une tension invisible. En partie car les crimes commis sont aussi très rarement filmés, et surtout de façon très courte et directe, très froide, un peu comme pour rappeler ce qui se déroule pendant ces longs dialogues, et que ce complot est comme une sorte de fantôme, les tueurs étant rarement des visages reconnus, et l'assassinat étant d'une fulgurance folle. Une balle et c'est terminé quoi. Mais surtout, on parle d'un western qui ne prend le temps de filmer les paysages qu'au début du film. Tout le reste se déroule dans des lieux clos, et cette pression colonisatrice provient aussi de ce procédé de mise en scène. L'arrivée du blanc dans la maison de Molly agit comme un premier pas vers l'intrusion. Et c'est dans l'enceinte de ces lieux fermés que se déroulent les changements et les crimes organisés. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le film, dans sa construction, est assez cynique. Déjà, le roman original de David Grann démarrait directement avec l'arrivée du FBI pour enquêter sur les crimes. Et c'était le principal responsable de l'enquête qui était le protagoniste. Dans le film, le FBI débarque au bout de 2h30 et est très secondaire, car ce qui intéressait Scorsese, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, c'est de s'orienter vers la banalité du mal et de l'incarner, pour mieux comprendre aussi comment ça a pu arriver, et aussi pour ne pas axer le film d'un point de vue uniquement blanc américain, qui aurait été le personnage principal du FBI. L'auteur David Grann dit notamment ceci dans un entretien qu'il a consacré au Cahier du cinéma. En scrutant ce couple, Molly et Ernest, le film trouve un autre chemin vers la meilleure vue d'ensemble, et sans passer par le présent comme je le fais à la fin du livre. D'abord parce que Molly est l'âme de cette rhapsodie, ensuite parce que l'amour étrange qui l'unit à son mari est caractéristique de cette folie criminelle. Si le film avait suivi le FBI, il aurait pu ressembler à un thriller plus conventionnel qui se demande qui, là où la question est comment. Comment des médecins ont pu administrer des poisons, comment des hommes de loi ont pu fermer les yeux. La question du point de vue est au centre de la filmographie de Martin Scorsese, et c'est à travers ce procédé que le film est assez cynique.
En faisant d'Ernest et William Hale les éléments centraux de ce venin à ciel ouvert, l'apparition des ossages se fait de plus en plus rarement dans le film, et surtout, les quelques séquences de cérémonie et de retrouvailles sont filmées avec des éléments fantastiques, comme l'illusion de la chouette qui est un animal totem, mais aussi de manière plus spirituelle, moins ancrée dans le réel froid qui est en train de se produire. Et là-dessus d'ailleurs, le premier plan et le dernier plan du film sont assez iconiques. On le commence par un plan en contre-plongée en direction du ciel, là où le dernier plan finit axé au sol et finit par s'éloigner pour laisser place à une cérémonie représentant ces fleurs qui poussaient apparemment sur les collines Osages. Tout y est bien plus symbolique. Et on pourrait croire que le film garde un aspect de regard blanc. C'est pas totalement faux, mais l'ouverture des points de vue permet aussi d'accentuer l'absurdité de ce qui s'y déroule. Et le fait que ça soit central rend le tout très cynique. Et ça, c'est aussi grâce à la richesse de ces personnages. Car des chants contre chants sans personnages intéressants, c'est aussi un peu un échec. Ernest, le personnage de DiCaprio, est un con. Il est débile et influençable car profondément médiocre. Ce n'est pas obligatoirement parce que c'est un colon ou parce qu'il participe à organiser les crimes commis. Scorsese a déjà esthétisé le côté malfrat et salaud de ses personnages comme dans Les Affranchis ou Le Loup de Wall Street, où le côté stratège glacial et inhumain offrait en fait une sorte de fascination au spectateur, bien qu'il réprimande moralement ce qu'il commet. Ici, DiCaprio n'est pas le cerveau. C'est un personnage de seconde zone utilisé par le vrai organisateur, William Hale, qu'on ne verra jamais physiquement commettre les crimes qu'il organise, et même d'organiser quoi que ce soit finalement. Et ça, esthétiquement, c'est très intéressant, car il se déroule quelque chose aussi dans la direction d'acteur. Déjà, le fait qu'il soit un peu con donne lieu parfois à des séquences drôles et cyniques, tant le personnage est maladroit et peine à instaurer une autorité, comme quand il essaie d'ordonner à d'autres sbires de s'occuper de quelqu'un. Ils sont pas vraiment effrayés par le bonhomme quoi. Mais surtout quand il se met à avoir des séquences émotionnelles fortes, on a du mal à saluer la prestation parce qu'il continue à être ridicule, à ne rien comprendre à ce qui se passe autour de lui. Et même à la fin du film, quand il a l'impression d'avoir eu du courage d'avouer les crimes qu'il a commis, que tout va rentrer dans l'ordre et qu'il va pouvoir s'occuper de sa famille, une dernière séquence avec Molly vient définitivement le ramener sur Terre et sur sa condition. Ce n'est pas un héros, c'est un lâche. C'est vraiment quelque chose qui m'a surpris dans le film car j'ai eu peur que Scorsese fasse de ce personnage d'Ernest une entité qui se rend compte de ses erreurs et qui finisse coincé entre deux mondes qui ne savent pas où aller. Ça aurait pu être intéressant mais un peu plus standard. Là on assume la carte à fond, qu'il est conscient de ce qu'il fait, sans jamais se demander si c'est pas un peu moralement dégueulasse, et sans se poser la question de savoir s'il y aura des conséquences. Il y a toujours ce décalage entre lui et le réel, et ce qu'il prétend défendre par principe. Je reviens donc sur cette direction d'acteur, car tout le monde dit oui, DiCaprio et De Niro sont géniaux, blablabla, ils sont incroyables, bon ça fait des années qu'on le sait, ça fait des années qu'on sait que ce sont des bons comédiens, mais comme d'habitude, la capacité et le talent d'un comédien dépend aussi de sa manière de travailler avec un ou une cinéaste. Et dans le film, DiCaprio opère souvent un surjeu constant dans son rôle, qui souligne un peu le manque de réflexion qu'a le personnage, mais je pense pas que ça ne soit pas voulu. Lors des séquences en prison où il s'écroule en apprenant la mort de sa fille malade par exemple, il en fait des caisses mais il est filmé comme un gars misérable. On n'a pas d'empathie pour lui, on trouve sa réaction presque ridicule. Parce que dans ce surjeu vient se hausser le destin du personnage qui était écrit dès le début au vu des actions qu'il commet. Et je trouve ça très intéressant. Mais surtout, il y a le contraste avec le jeu de De Niro qui est très très froid. Mais la raison principale pour laquelle je pense que c'est voulu qu'il surjoue comme ça, c'est la manière dont Scorsese dirige Lily Gladstone, qui joue Molly. Elle n'a pas beaucoup de séquences et elle n'a pas beaucoup de dialogue, à l'inverse d'Ernest, mais elle le détruit littéralement à chaque présence à l'écran. Déjà, car son personnage n'a rien à prouver. Elle n'a pas à prouver sa présence sur ce terrain puisque c'est le sien. Et donc il y a quelque chose de très organique dans la manière de filmer qui fait qu'on le ressent à l'image. Sa présence n'est jamais remise en question. A l'inverse, DiCaprio essaie de se justifier tout le temps, cherche à être un bon mari, un bon père, et donc prend beaucoup de place, de plus en plus. Il est très intrusif dans la relation, mais Scorsese est suffisamment malin pour pas que ça se transforme en duo manichéen. Molly croit en l'amour d'Ernest, car Ernest est sincère, il est juste con. Ce n'est pas un manipulateur même s'il finit par lui cacher des choses. Il a malgré lui son âme de colon puisqu'il est éduqué tel quel. Il pense être un atout majeur pour la cause Osage, et leur terrain, tout comme Hale le pense aussi, mais avec une lucidité de malfrat qui est responsable du crime organisé. Alors que Molly reste ancrée dans le réel à chaque instant. Sa posture élégante lui donne une solidité forte face au drame qui arrive à sa famille, et c'est elle qui vient planter l'ultime couteau à Ernest pour lui montrer qu'il n'a jamais eu sa place ici. Alors c'est un petit spoiler qui va arriver, je vous mets le timecode si vous voulez échapper. Dans cette séquence ultime qui est à 10 minutes de la fin du film, se tient un dialogue filmé en chant contre chant que je trouve incroyable dans sa simplicité. Après avoir vu Ernest continuer de se croire en héros simple et citoyen modèle après avoir avoué les crimes, le voilà face à Molly. Il continue son discours bête à dire qu'il va être là pour elle, pour ses enfants, et Molly lui pose simplement la question:
qu'est-ce que tu m'as donné ?» Alors il y a un temps, une incompréhension d'Ernest, avant qu'elle précise sa question. Qu'est-ce qu'il lui a rajouté dans son traitement contre le diabète qui l'a amené à 2 doigts de la mort dans le film quelques temps plus tôt? Alors au-delà du fait que cette question ramène Ernest à son état d'homme lâche, la question principale et le temps laissé à la question est très fort. Plus que la question du traitement, c'est l'idée de se demander, bah oui, qu'est-ce qu'Ernest lui a donné en la rencontrant et en se mariant avec? Qu'a apporté le blanc à la communauté Osage? Du poison. Un venin qui a consisté à décimer un peuple riche et une sorte de grand remplacement ethnique pour pouvoir profiter de ces terrains remplis d'or noir. Et c'est pour ça que je trouve que Gladstone est incroyable, car je trouve qu'il y a un côté un peu méta en plus de ce que ça raconte sur les personnages. Au travers d'un simple regard, de quelques phrases, elle détruit et met à terre un surjeu sur les émotions, une présence masculine abusive, persuadée d'être la réponse à tous les problèmes, juste avec une posture. Cela tient d'une direction très fine, mais aussi du talent de la comédienne qui était déjà incroyable dans Certaines femmes de Kelly Reichardt. Bref, c'est assez impressionnant d'avoir réussi à financer un film qui a un regard porté sur un épisode colonial des États-Unis, et Martin Scorsese prouve bien que malgré ses 80 ans, il fait preuve encore d'une grande lucidité pour raconter ses histoires, tout en renouvelant sa mise en scène en comprenant comment placer une caméra et comment bien diriger des acteurs connus du monde entier, et souvent trop rapidement encensés à mon goût. Le choix de faire un film très long est aussi politique et s'articule autour de sa position sur le cinéma qui est mise à mal par les grosses productions de super-héros. Position qui lui a valu d'être traité de boomer alors qu'il a entièrement raison, hein. Vous le savez sur cette chaîne je pense, la standardisation à but mercantile qu'a mis en place tout le planning des Marvel, DC et compagnie a fait beaucoup de mal aux salles de cinéma et au cinéma tout court, le rangeant dans une case ridicule qui aurait comme seul objectif de mettre en scène de grandes aventures épiques. Et le résultat, on le voit quand on écoute l'avis de Clapman sur le film qui a pas vraiment essayé de réfléchir à pourquoi ça lui a pas plu, mais aussi quand on écoute ce que peut dire par exemple le Trooper sur le réalisme au cinéma. On y reviendra prochainement car c'est un sujet intéressant. Mais le regard qu'il porte sur une culture menacée d'extinction par l'oppresseur est toujours très fin. Le choix de cet épilogue étrange d'ailleurs, où au lieu de nous mettre des cartons de texte classiques, comme c'est souvent le cas, il met en scène les coulisses d'un show radiophonique avec des effets de bruitage et des commentateurs qui comptent la fin des protagonistes. Ça a aussi une belle symbolique que Sgt Pepper de Sens Critique a plutôt bien mis à mot, donc je me permets de le citer. Les témoins de l'histoire auront besoin, pour s'apaiser, d'écouter et de laisser les yeux au repos. Même lorsqu'il se met en scène pour conter la fin de la vie de Molly, Scorsese prend le ton qu'il faut et ajoute cette part de réel ancrée dans la fiction qu'il apprécie tant, qui était déjà parsemée dans le film d'ailleurs de quelques photos d'époque, parfois réelles, parfois purement fictionnelles. Ou comment faire un film qui ne tombe pas dans la moraline, mais devient donc bien plus puissant dans sa manière de raconter une histoire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné envie de voir le film si vous l'avez pas vu. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter aussi pour que vous me disiez ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Twitter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!